Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai fait une première vidéo, mais il y a eu un petit bug, donc j'espère que ça marchera. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont récemment abonnés sur ma chaîne YouTube des Ambitieuses Créatives. Merci du fond du cœur. Vraiment, ça me motive, ça me met en joie. J'ai vraiment beaucoup cheminé pour m'autoriser à diffuser mes messages. Ça a été un long travail, je dirais un travail qui a duré près de 11 ans de coaching, de mentorat, de thérapie, de pratiques énergétiques, de soins, de prise de conscience, de lecture. Enfin bref, la vie quoi, la vie. Et donc voilà, ça me fait chaud au cœur. Cette chaîne YouTube, au départ, s'appelait Belle au pluriel. Et puis ensuite, j'ai changé son nom pour Les Ambitieuses Créatives. Quand on se lance dans des projets, eh bien, ils sont amenés à évoluer, à grandir. On grandit soi-même, on évolue soi-même. Et c'est vrai que ça pourrait sembler insignifiant, mais à travers chaque like, à travers chaque personne qui s'abonne, eh bien, je me sens en fait en lien. Je me sens en lien avec d'autres êtres humains et je me dis qu'il y a d'autres êtres humains qui adhèrent à ce que je partage, qui se sentent inspirés, qui écoutent mes messages et c'est ça en fait qui est beau. C'est ça qui me donne l'élan de poursuivre dans ma lancée, d'allumer ma caméra, de prendre des temps de pause dans ma vie bien remplie de maman solopreneur, d'endo girl, pour dire, allez Aude, tu as une idée, tu as une inspiration, vas-y. Donc vraiment, vraiment merci du fond du cœur. Et je vous invite à partager les vidéos. Je vous invite aussi à interagir, à commenter, toujours avec intelligence, toujours avec bienveillance. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. Par contre, pour moi, le respect, c'est une base qui est fondamentale. Voilà, donc je me lance dans la vidéo du jour sur la thématique qui est la suivante, les contes et la représentation du féminin blessé. Je suis fascinée par l'écriture, par la construction narrative, par les archétypes, et plus précisément les archétypes du féminin, et par ce que j'appelle, en tant moi qu'art thérapeute et auteur, le nœud de l'enfance. Je pars du principe que chaque individu a été marqué par un nœud de l'enfance, une situation de vie rattachée à son histoire personnelle, rattachée à sa famille, rattachée à ce que j'appelle la blessure de l'enfance ou le trauma de l'enfance. Bon, moi j'appelle ça le nœud de l'enfance, avec cette idée qu'il y a un nœud et qu'il faut aller le dénouer justement. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et ce matin, alors que j'étais en train de travailler sur la réalisation du quiz Self-Love Queen, et je vous en dirai plus prochainement, je, je me suis rendu compte du fait que, à travers les contes, on a souvent tendance à se rattacher à l'héroïne principale, qui est souvent cette demoiselle fragilisée, cette demoiselle qui vit des situations atroces et qui supporte, qui tient bon parce qu'elle a cette bonté, parce qu'elle a cette grâce, parce qu'elle a aussi tous ces êtres subtils qui veillent sur elle, des fées, des animaux, euh, et que la vie finalement rétablit pour elle la justice. Et généralement, cette justice est rétablie parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont pures, parce qu'elles ont un bon cœur et parce qu'elles sont sans doute protégées par leurs ancêtres qui finissent par rétablir la justice et les élever au rang auquel elles sont censées accéder. Moi, je suis née dans les années 80, fin des années 80, et donc quand j'ai été petite fille, j'ai été bercée par des contes, et plus particulièrement par l'univers de Walt Disney. Et à cette époque-là,
les dessins animés nous proposaient un certain schéma narratif quant au conte, et c'était souvent le même schéma, à savoir donc une demoiselle qui vit une situation d'injustice, une situation dramatique, qui est totalement dépossédée de ses droits, de ses libertés, euh, qui vit un certain nombre de difficultés et qui est même amoindrie parce que souvent ce sont des demoiselles qui avaient un certain rang social et qui se retrouvent à vivre dans les bois, dans la forêt, avec des animaux, avec des nains, dans une grange, et qui finissent par être réétablies à leur rang initial, voire même plus haut. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans cette trame narrative, dans la manière dont se construit ce type de conte, parce que à partir, je dirais qu'il y a vraiment eu un bond à partir de Mulan. Donc si tu connais le dessin animé Mulan, il est sorti en 1998, si je ne te dis pas de bêtises. À partir de 1998, à travers ces dessins animés, on a vu l'émergence d'un nouveau type d'héroïne. Et là, il n'était plus question d'être victime d'une marâtre ou d'une femme sombre. Il n'était plus non plus question d'être choisi par un prince. C'est vraiment Mulan, la femme, la jeune fille qui s'empuissance par elle-même. Mais ça, je le décortiquerai dans d'autres vidéos. Donc ce matin, quand j'étais en train de travailler sur mon quiz Self-Love Queen, qui travaille justement sur les archétypes du féminin, et j'ai créé cet archétype du féminin pour créer plusieurs questions et pour t'inviter à travailler sur un certain nombre de thématiques, mais j'en dirai plus dans d'autres vidéos. Je me suis rendu compte que ces figures du féminin, que sont les méchantes belles-mères, que sont les sorcières, que sont les marâtres, sont souvent des figures qu'on ne valorise pas parce qu'on n'a pas envie de ressembler à ces femmes. On n'a pas envie de ressembler à la belle-mère de Cendrillon. On n'a pas envie de ressembler à la belle-mère de Blanche-Neige. On n'a pas envie de ressembler à la sorcière des mers dans La Petite Sirène. On n'a pas envie de ressembler à Caraba. On n'a pas envie de ressembler à toutes ces femmes qui jalonnent ces contes de fées. En tout cas, moi, ce sont des contes qui ont bercé mon enfance. Et bien évidemment, Disney est venu réécrire l'histoire parce qu'à la base, ces contes sont issus d'une tradition littéraire et sont écrits par d'autres auteurs. Et on se rend compte, quand on lit par exemple La Petite Sirène ou d'autres contes, on se rend compte que l'histoire a été quelque peu modifiée, quelque peu édulcorée. Ce fameux happy end, on ne le retrouve pas forcément quand on lit les contes de base. Mais ça, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet là qui m'intéresse, c'est moi, je vais partir de la pop culture et donc je pars des dessins animés Disney, ok, de ces contes qui ont bercé mon enfance et qui ont peut-être aussi bercé ton enfance si tu es né comme moi dans les années 80. Eh bien, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, c'est que personne n'a envie de ressembler à ces femmes. Et là, je me suis dit, ok, je vais aller creuser. J'adore faire ça. Je vais aller questionner ces représentations du féminin blessé à travers les contes qui ont bercé mon enfance, pour aller voir ce qui se cache derrière. Parce que on ne peut pas toujours vouloir être de la côté de la petite jeune fille blessée qui vit des injustices, et qui tient bon et qui est sauvée par les anges, les fées et les écureuils, et qui en plus finalement est élevée au rang de reine, hein, parce que généralement le prince l'a choisie, elle devient elle-même princesse, puis elle va dans un royaume et c'est formidable, et tant mieux pour elle, tu vois. C'est très beau dans l'acte thérapeutique de se dire qu'on vit des choses difficiles et puis finalement, happy end. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai envie de vous emmener dans cette réflexion que j'ai sur
toutes ces figures sombres des contes Disney. Et j'ai envie de réinventer l'histoire. Et d'ailleurs, j'avais réalisé un podcast sur la belle-mère de Blanche-Neige. Et vraiment, j'ai fait un rire exceptionnel. Donc, juste pour ça, je vous invite à aller écouter ce podcast. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et je me souviens que quand j'étais petite, moi, je rêvais pas d'être une princesse. En fait, j'ai jamais rêvé d'être une princesse parce que je trouvais que ce personnage-là, cet archétype-là, était beaucoup trop fragile. Tu vois, c'était un personnage qui se laissait choisir par les hommes. C'était un personnage à qui il arrivait beaucoup de choses très difficiles. Et je les trouvais un peu trop gnangnan, les princesses, tu vois. Et moi, j'avais ouah, ce côté, boum, on y va, on passe à l'action, on se défend. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'aurais vraiment, j'aurais aimé être une petite fille à l'époque de Shrek, de Rebelle, de Vaiana. C'est quoi le dessin animé Attendez, c'est quoi là le dessin animé là? Avec Raya là, Raya. C'est quoi le dessin animé? Bah, je crois que ça s'appelle Raya. Bon, bref. Raya et le dernier dragon. Ça s'appelle comment, mon cœur? Raya et le dernier dragon. Voilà, Raya le dernier dragon. J'ai mon assistant en bruit de fond. En tout cas, j'aurais vraiment aimé être une petite fille qui voit ces dessins animés-là. Non, mon cœur, je fais une vidéo, s'il te plaît. Oui, à tout à l'heure. Parce que là, la construction du personnage n'est plus du tout la même. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, je remets le focus sur l'analyse de ces figures sombres dans les contes qui ont vraiment bercé mon enfance. Donc, je vais vous donner ces personnages. Il s'agit de la marâtre dans Cendrillon. Il s'agit de la belle-mère dans Blanche-Neige. Euh, il s'agit de qui d'autre encore? Qui m'a marqué? Bah, donc la sorcière des mers dans La Petite Sirène. Euh, on va déjà partir de là. Parce que je pense que déjà là, dans ces trois dessins animés de Disney, il y a un truc à faire, il y a quelque chose à analyser. Et je me dis, mais quelle est l'histoire? Quelle est l'histoire de ces femmes? J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps sur 5 caractéristiques qui prouvent que tu es une femme blessée et qu'il est temps de t'en sortir ou qu'il est temps de sortir de là. Je ne sais plus quel est le titre, mais pareil, je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. Et je me dis, mais c'est quoi l'histoire de ces femmes? On va prendre l'histoire de Cendrillon, ok? Alors vraiment, Cendrillon, moi, quand je regardais quand j'étais petite fille, j'étais... Oh, ça me... À chaque fois, j'étais dans un état vraiment de rébellion et de colère parce que l'histoire de Cendrillon m'a tellement touchée, mais vraiment cette histoire m'a trop touchée quand j'étais petite, ça me parlait beaucoup en fait. Ça me parlait beaucoup, ça faisait écho avec ma propre histoire. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée il y a pas très longtemps sur le lien entre ton histoire personnelle et ton estime personnelle. Et donc là, je te raconte un bout de mon histoire, je ne vais pas le refaire ici. Et ça me parlait trop. Mais maintenant là, tu vois, je suis vraiment dans l'analyse. Je suis plus dans Aude, petite fille qui a été blessée et qui a ses traumas. Je suis dans Aude, femme puissante, adulte, qui a entamé son travail de guérison, qui s'est formée pour accompagner d'autres personnes, notamment des femmes, en tant qu'art thérapeute. Et donc, là, la réflexion que j'ai, c'est vraiment, mais qu'est-ce qu'elle a vécu, cette marâtre dans Cendrillon? Qu'est-ce qui fait que ce personnage en est arrivé là? Et là, je me dis, il y a un vrai sujet. Parce que la marâtre de Cendrillon épouse le père de Cendrillon. Elle a déjà 2 filles d'un premier mariage. Et là, moi, qui adore créer, qui adore écrire, j'ai envie de m'adonner à un jeu d'invention de l'histoire. D'inventer l'histoire que le conte ne nous raconte pas. De ce qu'on ne nous dit pas. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable parce qu'on a vraiment, encore une fois, on n'a pas envie de ressembler à ces personnages-là. On n'a pas envie de les comprendre, on n'a pas envie d'avoir de l'empathie. Et là, je me dis, ok, allons-y. Qu'est-ce qui fait
que la marâtre de Cendrillon en arrive là? Quelle est son histoire? Et n'oublions pas, c'est une très belle femme. Elle choisit d'épouser le père de Cendrillon. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle en est arrivée là? Peut-être que, et là j'extrapole, hein, vraiment je pars dans mon délire créatif, mais peut-être que la marâtre de Cendrillon a été veuve et qu'elle s'est retrouvée à une époque où être une femme seule était très mal vue en société, qu'elle a été montrée du doigt, qu'elle a été critiquée, qu'elle a été insultée, peut-être même qu'on l'a dépossédée de tous ses biens parce qu'elle vivait à une époque où une femme ne pouvait pas avoir de biens et qu'elle s'est retrouvée sans le sou, sans rien, et qu'elle a dû faire preuve d'une ténacité, d'une force, d'une agressivité qui lui a permis de survivre à une époque où les femmes ne travaillaient pas, rappelons-le, avec 2 filles. Et peut-être que cet état d'esprit mesquin et belliqueux est lié au fait que la marâtre de Cendrillon est une femme blessée qui a dû trouver des ressources rapidement pour survivre, pour s'en sortir, et que sa ressource, c'était le mariage avec un homme d'un certain rang, donc le père de Cendrillon. Et qu'en était-il de leur relation? Le conte ne le dit pas. Le conte nous dit que voilà, c'était un homme super, il était sympa, tout ça, tout ça. Et puis un jour, il est parti pour faire du commerce. Et puis, attaque, il a fait une crise cardiaque, bim, il est mort. Mais était-il si sympa que ça? Qu'est-ce qui fait que cette marâtre a été si méchante avec Cendrillon? Pourquoi elle a réduit Cendrillon à l'état de rien, l'état de cendre, quand même Cendrillon, l'état de cendre, l'état de poussière, donc rien en fait. Était-ce pour se venger de son défunt second mari qui aurait peut-être eu des mauvais traitements? L'histoire ne nous le dit pas, moi je sais pas, j'invente, tu vois. Ou si le père de Cendrillon était un bon mari, alors qu'est-ce qui pourrait expliquer? Qu'est-ce qui pourrait expliquer la mesquinerie de cette femme? Eh bien, l'autre piste serait de se dire que, à travers Cendrillon, à travers la beauté de Cendrillon, eh bien, la marâtre voit le reflet de la première épouse de son second mari. Et que c'est trop fort pour elle d'accepter cette place de seconde épouse. Que c'est trop inconfortable pour elle d'accepter cette place d'être la deuxième, de ne pas avoir été le premier amour d'un homme qu'elle aime sincèrement. Ça peut être ça aussi une des pistes de réflexion. Ça peut être aussi de constater que malgré le confort de vie qu'elle a, parce que bon, elle rencontre quand même un homme qui décide de la marier avec ses 2 enfants, malgré le confort que ça lui apporte, on le resitue à une époque, ok? Bien sûr, c'est de la fiction, c'est du conte, hein, il faut me suivre, hein, il faut rentrer dans mon délire. Hein. Donc, on peut se dire que malgré le confort que ça lui apporte, elle sait très bien que son époux voit à travers sa fille Cendrillon le résultat de son premier amour. Et ça, peut-être que la marâtre ne le supporte pas parce que la marâtre est folle amoureuse de son mari qui est formidable et que ça lui arrache le cœur de se dire mais punaise, c'est pas moi son premier choix. Si je suis là, c'est parce que sa femme est décédée. Si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas été là. Mon cœur, tu vas dans ta chambre, s'il te plaît? Oui. Je te remercie. Ça, ce sont aussi des pistes de réflexion. Qu'est-ce qui pousse une marâtre à agir de la sorte? Qu'est-ce qui a poussé la marâtre de Cendrillon à agir de la sorte? Et là où il y a aussi un autre point qui est intéressant à creuser et que je veux creuser avec vous, c'est que la marâtre, si ça se trouve, tant que le père était là,
Ça se trouve que c'était une super belle-mère. Mais peut-être qu'à partir du moment où le père de Cendrillon est décédé, la marâtre a pris une place qui n'était pas la sienne. Et donc, ça pose aussi la question de la place de l'homme. Et ça, j'y tiens, parce que vraiment, je trouve qu'on est à une époque où on observe une guerre des clans entre les hommes et les femmes. Et à mon sens, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça si on ne veut pas vivre l'extinction de l'humanité. Mais plus sérieusement, je pense que c'est pas sain d'être dans cette énergie-là. Je crois en la complémentarité entre les hommes et les femmes. Je crois que les hommes ont beaucoup à apporter aux femmes, de la même manière que les femmes ont beaucoup à apporter aux hommes. Je crois que nous sommes complémentaires et que là, on passe par un moment de marasme, de troubles, de complications, mais il est vraiment temps qu'en tant que femme, on se ressaisisse et qu'on redéfinisse dans notre esprit euh, la masculinité, parce que là, on est en train de rentrer dans un mood où on intègre cette fausse croyance collective que homme égale mauvais et on fonce droit dans le mur. Ce n'est pas parce que tu as été amené à vivre une expérience ou des expériences négatives avec des hommes que tu dois mettre tous les hommes dans le même panier. Moi, je suis mère d'un petit garçon et ce petit garçon, je le vois grandir, je lui donne des valeurs, je l'élève, je l'aime. Et quand je vois que mon fils de 8 ans tient déjà la porte aux dames, je suis là genre, ah, mon fils, ça c'est quelqu'un, tu vois. Et j'ai pas envie d'alimenter cette vision négative du masculin parce que je suis moi-même mère d'un futur homme. Et donc je pense qu'en tant que femme, on a un rôle à jouer dans le fait de rétablir une image positive des hommes et du masculin. Donc, par rapport à ce personnage-là de la marâtre, la question qu'on est en droit de se poser, c'est peut-être que la marâtre est partie en live parce qu'elle n'avait plus l'ancrage du masculin. Tu vois, l'homme qui est là dans la maison et qui a sa place, qui a son rôle, qui est dans son énergie masculine sacrée et qui permet à la femme d'être dans son énergie féminine sacrée. Peut-être qu'à partir du moment où le père est décédé, la belle-mère, dans son deuil, dans sa tristesse, a vrillé. Je veux dire, ça c'est aussi une piste possible. Elle a peut-être vrillé la nana. Et peut-être que le fait de voir Cendrillon, ça lui rappelait le visage de son défunt mari, son second mari, et que c'était trop difficile pour elle. Peut-être qu'elle est rentrée dans un trip égotique où elle s'est dit, mon mari est décédé, je vais prendre une place qui n'est pas la mienne, je vais être toute puissante, mais je vais être toute puissante dans la négativité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre à travers cette déviance de la marâtre, c'est que c'est mauvais pour Cendrillon, qui vit au grenier, qui est devenue la domestique de la maison, mais c'est aussi mauvais pour les deux filles de la marâtre. Parce que moi, quand j'étais petite, je me disais, oh, les deux filles, elles ont la belle vie, là, Abbott et je sais pas qui, là, Javotte et je sais pas quoi, là. J'ai oublié leur prénom, excusez-moi. Mais pour elles aussi, c'est mauvais d'avoir une mère qui ne les structure pas, qui ne leur donne pas de cadre et qui les élève comme des petites filles capricieuses. C'est très mauvais. Et ça, c'est mon regard en tant qu'adulte. Donc, c'est mauvais pour tout le monde, pas simplement pour Cendrillon. Et donc, je trouve ça important et intéressant de constater, et on le retrouve hein, dans tous ces contes. Si tu re-regardes les 3 dessins animés Disney dont je te parle, donc Cendrillon, Blanche-Neige et la petite sirène, les hommes sont pas très présents. Les hommes même sont absents. Est-ce que tu l'as vu une seule fois le père dans Blanche-Neige, on le voit même pas physiquement, on voit même pas, je sais pas, une armure, une cape, un sceptre, une couronne, on ne voit rien. Il n'y a rien qui montre la présence du masculin. Cendrillon, le père est mort. Et donc ça pose cette question. Que deviennent les femmes lorsque le masculin est absent? Quelle place prennent les femmes
lorsque le masculin est absent? Et ça, c'est une vraie question de société. On peut le transposer à une question de société. Que se passe-t-il quand, dans la vie d'une femme, le masculin est absent? Et le masculin, ça peut être la figure paternelle, mais ça peut être aussi l'amoureux. Et peut-être que, à travers cet archétype du personnage de la marâtre dans Cendrillon, nous avons une leçon à tirer en se disant que quand le masculin est absent, nous devons prendre garde à ne pas dévier dans une féminité toxique, toute puissante. Une féminité qui contraint, qui abîme, qui diminue l'autre. Et ça, c'est un vrai sujet à questionner et à approfondir. Et c'est très intéressant parce que dans ce monde moderne où on dit aux femmes qu'il faut qu'elles soient les nouveaux hommes, eh ben, il y a peut-être une leçon à apprendre. Peut-être que si la marâtre avait réussi à pleurer son second mari, imagine-toi, la nana, c'est son second mari, ça veut dire on peut imaginer qu'elle a déjà perdu son premier époux. Donc elle vit deux deuils amoureux, donc comment ne pas vriller? Et elle se retrouve avec la charge de 2 filles biologiques et d'une belle-fille. Mais si la marâtre s'était autorisée à pleurer, si elle s'était autorisée à connecter à sa sensibilité, à connecter à sa tristesse, à faire un avec cette nouvelle famille constituée de ces 2 filles biologiques et de Cendrillon, aurait-elle été une marâtre? Non, certainement pas. Et ça, c'est intéressant quand on se met à questionner l'histoire, à réinventer l'histoire, à créer des histoires possibles. C'est un peu comme le multivers, tu vois. Ce que je suis en train de faire, c'est tac, 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 tac. C'est des ramifications possibles. Je ne dis pas que c'est le cas. C'est ce que j'imagine dans mon esprit. Quand on commence à voir les choses sous un autre prisme, eh bien, les personnages, les archétypes du féminin blessé des contes de fées nous semblent tout d'un coup beaucoup plus familiers, beaucoup plus attendrissants, et on a envie de s'y intéresser et de s'y pencher, parce qu'ils deviennent très humains, parce qu'ils font écho aux propres difficultés que l'on est amené à vivre en tant que femme. Comment être femme amoureuse lorsque l'on intègre un foyer au sein d'une famille recomposée? Comment on fait? Comment on fait pour intégrer un enfant qu'on n'a pas porté, pour l'accompagner dans son éducation, pour l'aimer tout en sachant qu'on n'est pas sa propre mère? Ça pose cette question-là. Et la marâtre pose cette question-là. Et peut-être que envoyer Cendrillon au grenier, c'était plus facile pour elle d'être dans cette maltraitance que de se confronter à possiblement une enfant qu'elle allait aimer sincèrement, même si elle ne l'a pas portée, et qui allait peut-être la rejeter. Ça pose des questions très concrètes. Et c'est ça que je trouve juste exceptionnel à travers les contes. Il y a une puissance initiatique. Il y a quelque chose qui nous rattache à notre vie de manière très concrète, de manière très subtile, si on veut bien prendre le temps de lire entre les lignes et de creuser. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a bien tourné, qu'il n'y a pas eu de bug cette fois-ci et que le cadrage est bon. Ça aussi, c'est important. Partagez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, vraiment, je suis partie dans mon flow. Moi, je prépare jamais le script de mes vidéos. J'ai un titre, une idée, j'allume la caméra et ensuite, je vous parle. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, mon inspiration s'arrête là. J'ai pas d'autres pistes. Donc, si vous avez d'autres pistes d'histoire possibles, partagez-les en commentaire. Comme ça, moi, je le lis, je lis votre nom, je dis voilà. Voilà, le cerveau collectif, le cerveau collectif, on co-crée ensemble. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Donc, ça va faire partie de plusieurs vidéos.
Donc là, aujourd'hui, c'était l'analyse du personnage de la marâtre, de Cendrillon. Il y en aura d'autres. Je vais creuser, je vais me replonger dans les dessins animés de mon enfance. En tout cas, si le concept vous plaît, dites-le moi. Prenez soin de vous et j'ai hâte. J'ai hâte de vous faire d'autres vidéos sur cette thématique et sur toutes les thématiques qui me passionnent. Prenez soin de vous. Bye bye.